Vous avez découvert Léo Tamaki, maître d'aïkido et fondateur du courant Kishinkai dans le premier épisode de cette série passionnante sur l'aïkido. Nous allons nous intéresser et découvrir les subtilités de la pratique de cet art martial traditionnel et moderne ou contemporain avec Léo Tamaki. Alors restez avec nous, nous poursuivons cette découverte fascinante de l'aïkido Kishinkai maintenant. Bonjour Léo Tamaki. Bonjour Christophe Porlier. Nous sommes heureux de vous retrouver après pour un deuxième épisode consacré à la pratique de l'aïkido et en particulier la pratique du Kishinkai ou Aikido Kishinkai dont vous êtes fondateur, et nous avons pu explorer dans une première partie comment effectivement tout votre parcours et comment vous êtes arrivé avec trois autres experts ou maîtres de la discipline à créer ce courant d'aïkido, on va dire qu'on qualifiera de contemporain plutôt que moderne, mais vous nous expliquerez pourquoi au cours de cette émission. Alors nous allons nous intéresser à la pratique, spécifiquement de cet art martial, et pour illustrer cela, nous avons une image que je vous propose peut-être de commander, parce que finalement en une image on peut peut-être avoir l'expression finalement des fondements de cette discipline. Alors ça c'est notre rassemblement international annuel, ça c'était en 2019 au Butokuden de Kyoto, qui est le plus célèbre des dojos du Japon, où avaient eu lieu 2 tournois impériaux où avait assisté l'empereur. Là je suis avec mon frère, et donc quand on voit ça, il ne faut pas y voir ici la virtuosité de la personne qui effectue la technique, mais de la personne qui la reçoit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence du judo, où le judo, lorsqu'on chute, c'est une défaite. Ce mouvement ici de recevoir la technique s'appelle ukemi. Ukeru, recevoir, et c'est le même terme que lorsqu'on reçoit un cadeau. Donc c'est absolument pas négatif, et c'est la capacité ici à diffuser l'effet de la technique, c'est battre en retraite de façon ordonnée. Donc évidemment mon frère là ici, avant ce mouvement, il m'attaquait. Son action n'a pas eu l'effet escompté, c'est-à-dire que je prenne une frappe et que je sois au sol. Néanmoins ici, avec sa légèreté, sa mobilité, il annule complètement l'effet de mon mouvement. Vous voyez bien qu'il ne le subit pas là. En fait, il a réussi à s'harmoniser, à l'épouser et à l'annuler. Alors ce qu'on voit souvent ici, encore une fois, comme un niveau d'expertise de la personne qui fait la technique, très souvent c'est un niveau d'expertise de la personne qui la reçoit. Alors c'est vrai que ça, pour le coup, c'est extrêmement éclairant ce que vous êtes en train de commenter. C'est pas forcément pour un novice, ou du moins quelqu'un qui ne serait pas expert dans l'aïkido. Effectivement, on est toujours très très impressionné par ces pratiques. Donc à la fois il y a expertise du côté de la personne qui applique la pratique, mais expertise aussi du côté de la personne qui reçoit, ce qui explique ces mouvements qui sont extrêmement intéressants. En tous les cas, magnifique à regarder sur ces belles photos que vous nous avez amenées pour illustrer ces épisodes. Alors, nous allons peut-être donc rentrer dans les éléments, on va dire, des fondamentaux de la pratique. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les bases gestuelles, en fait, de la pratique de l'aïkido? Qu'est-ce qui en fait la spécificité? Alors c'est très variable selon les courants, c'est-à-dire que le combat, ça peut être un combat rituel, un combat sportif, un combat guerrier. Nous, au Kishinkai, on considère le combat guerrier, c'est-à-dire que y a une arme qui est en jeu. Nous, on peut en avoir une, ou être à main nue, c'est-à-dire faire des techniques à main nue, comme il y a énormément en aïkido, mais en face, il y a une arme. Donc il faut de la légèreté, il faut de la mobilité. On ne peut pas, comme en Kyokushinkai, que beaucoup de gens connaissent, qui est un style très puissant, on va pouvoir de karaté Kyokushinkai, on va encaisser les frappes et puis en renvoyer. Vous prenez un coup de couteau, c'est terminé, vous n'encaissez pas un coup de couteau. Donc il faut beaucoup plus de légèreté et mobilité à partir de là. Les arts martiaux tels que celui qu'on pratique là ne sont pas faits pour s'opposer, pour résister. Il faut être capable de s'harmoniser pour ne pas être touché et être capable de retourner l'action. Donc première chose ici, légèreté. Beaucoup de gens parlent de stabilité, et c'est une qualité qui est très importante lorsqu'on fait du combat à main nue, mais pas lorsqu'on fait face à une arme. Encore une fois, si vous regardez des kendoka ou des escrimeurs, vous ne les verrez pas stables, mais vous les verrez en équilibre, c'est-à-dire maîtrisant toujours leur corps dans le mouvement. Le combat, a fortiori avec une arme, c'est très rapide, c'est le chaos.
on veut être stable souvent pour contrôler la situation, la figer, la ralentir. Mais là, on devient une cible lorsque la personne en face a une arme. Donc, mais on le voit même en boxe, quand vous voyez Mohamed Ali, et la célèbre phrase float like a butterfly, sting like a bee. Donc, flotter comme un papillon. Et il ne dit pas s'enraciner comme un arbre, par exemple. On le voit bien, cette légèreté, cette mobilité. Donc, première chose, la légèreté. Voilà, ça c'est le deuxièmement. Ici, il faut une conscience de son axe, puisque nos mouvements partent d'un endroit. Si on simplifie, ça va partir de notre axe, et cet axe qui est souvent fixe pour pouvoir agir est vulnérable. Donc si vous me voyez lancer une action, vous voyez d'où part l'action, et c'est l'endroit que vous allez vouloir attaquer si vous êtes en escrime, par exemple, ou si vous avez un couteau. Vous n'allez pas attaquer à une partie qui est en mouvement, mais la partie qui est à peu près stable dans l'espace. Et donc plus vous êtes capable d'avoir un axe qui est fin, et puis après le haut niveau, c'est la capacité à faire un point, et après la capacité à disparaître. Donc, et là, vous n'offrez plus rien, c'est-à-dire qu'il y a rien n'est stable, rien n'est statique, rien n'est solide, vous êtes diffus. Et donc la personne face à vous, quand on voit des kendoka de très haut niveau, parfois on voit un mec 70 ans, 80 ans, et puis un jeune champion qui a 30 ans, 40 ans, et il n'arrive pas. En fait, la personne en face a disparu. Oui. Est-ce que c'est lié, alors au-delà des aptitudes physiques, parce qu'il y a quand même du mouvement, du coup il faut être en mesure de... Mais c'est un mouvement qui devient imperceptible. Là, pour le coup, ça devient finalement un petit peu ésotérique. Il y a ce qu'on appelle itsuku, c'est le corps qui reste, le corps qui est figé, donc il y a une certaine lourdeur. Mais quand on sent le potentiel de mouvement dans toutes les directions, en fait, on ne sait pas où aller. Quand la personne a pris une posture, elle est un petit peu ancrée, vous voyez bien qu'elle va se projeter vers l'avant, par exemple. Donc vous pouvez en déduire ce qu'elle va faire. Et donc, voilà. Mais quand vous voyez ici en fait qu'il n'y a rien, il y a un potentiel dans toutes les directions, vous ne savez pas trop comment attaquer, puisque vous savez qu'elle va pouvoir bouger dans n'importe quelle direction. Tout devient possible. Donc vous n'avez plus d'accroche. Et ça, c'est ce que les maîtres arrivent à faire. Et donc, ils perdent de leur capacité athlétique. C'est sûr qu'à 80 ans, vous courez moins vite le 100 mètres que quand vous avez 40 ans, et plus encore que lorsque vous aviez 20 ans. Mais cette liberté, vous n'avez pas de stratégie. Ah, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais lui faire telle technique. Donc, cette liberté mentale se traduit aussi par une disponibilité physique qui fait qu'en face, on est un petit peu perdu. Il n'y a pas cette accroche, cette tension sur laquelle on va pouvoir attaquer. Alors, on a quelques images. Hein. Vous nous avez proposé des magnifiques images avec les maîtres. Alors ça, c'est maître Kono Yoshinori, qui a donc commencé par l'aïkido et qui après a maîtrisé plusieurs écoles anciennes. Et c'est dans son petit dojo personnel. C'est un chercheur incroyable qui aujourd'hui encore n'hésite pas à aller visiter des maîtres d'autres disciplines, s'inscrire dans un stage, pratiquer comme cela. Il est un grand expert de sabre, et vous voyez ici cette légèreté. Il n'y a aucune tension, les épaules ne sont pas remontées. Et là, oui, d'ailleurs, on a presque l'impression que oui, qu'il n'est pas là. Enfin, voilà, c'est ce qu'on appelle, là il est en Mugamae. Kamae c'est la garde, et Mu c'est sans. Donc c'est soit la posture du vide, ou c'est sans posture. Voilà. Donc que va-t-il faire à partir de là? Et c'est assez compliqué. Vous voyez que moi de mon côté en fait ma posture est plus offensive, mais c'est beaucoup plus facile de me cerner et quelque part de m'attaquer. En fait sa posture d'ouverture est beaucoup plus dangereuse que ma posture plus agressive, plus fermée. Alors, nous avons, c'est extrêmement intéressant d'observer ça sur des images. Et là, nous avons une autre image. Alors là, vous êtes avec des sabres, là. Des sabres réels. Là. Oui, ça c'est avec maître Hino Akira, et qui est issu du karaté à la base, et qui s'est énormément inspiré de maître d'aïkido, maître Gozo Shioda, qu'on avait évoqué dans notre premier entretien, fondateur du Yoshinkan Aikido, entre autres, et du ninjutsu. Et maître Hino, donc lui, il s'est appliqué à développer une méthode d'utilisation du corps. Alors il a un tout petit physique, hein, qui est basé sur la sensibilité, l'ouverture, les vrilles, l'extension. Et il y a une qualité d'écoute, de présence telle qu'il travaille avec énormément de danseurs. Il est invité par des ballets nationaux. Il a travaillé énormément avec William Forsythe, le chorégraphe. Sa qualité de perception est extraordinaire. Une des choses qu'il faisait, par exemple, qui m'avait vraiment impressionné, il était en posture de salut comme ceci, les yeux fermés, et il me demandait de l'attaquer, et à chaque fois que j'allais l'attaquer, il se levait comme ça.
Donc ça m'a beaucoup questionné, j'ai beaucoup travaillé sur ces éléments et maintenant nous travaillons énormément les yeux fermés dans le Kishinkai. Donc évidemment à vitesse réelle c'est impossible. Donc lorsqu'on travaille les yeux fermés, les attaques prennent 3 secondes. C'est-à-dire qu'entre le départ de mon mouvement et le contact souhaité, ça fait 1A, 2A, 3A. Mais donc on varie les angles, on varie les temps, on varie les cibles et ça demande de développer ici des perceptions extrêmement fines qui, une fois qu'on aura les yeux ouverts, vont nous donner une marge importante. Puisqu'on considère encore une fois que cette marge n'est pas physique, donc il faut qu'elle se traduise par la qualité de la perception qui va nous donner une marge et permettre de compenser l'écart physique qu'il peut y avoir avec la personne qui nous attaque, parce que l'action juste est le résultat d'une perception juste. Plus notre perception a été fine et plus elle s'est faite tôt, plus on a de la marge. Là encore, le maître de kendo qui a 80 ans, qui bouge moins vite, mais en fait, il voit très bien l'attaque, c'est comme s'il venait au ralenti, et il a juste un tout petit geste à faire, alors qu'il bouge moins vite. Il a fait son geste après, mais il sait exactement quel geste il doit faire, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation, le geste se fait naturellement. Voilà. Donc il y a une perception finalement au ralenti ou accéléré, je ne sais pas comment le dire, mais il y a une perception, oui, quand c'est bien fait, on a l'impression de voir les choses au ralenti, mais c'est un petit peu quand on voit un expert en tout domaine, hein, ils disent rentrer dans le flow, c'est ce moment où tout se passe parfaitement, vous avez l'impression que tout va au ralenti. Bon, moi je vous cache pas, ça m'arrive très très rarement. Mais ce ressenti-là, vous l'avez, on le ressent lorsqu'on est dans cette situation, on le ressent intrinsèquement. Je pense que beaucoup de gens l'ont expérimenté à différents moments de leur vie, peut-être de façon très fugace. Quelqu'un qui est pris dans un accident et tout d'un coup tout se passe au ralenti. L'idée ici, c'est d'être capable d'avoir cette perception à chaque fois que cela est nécessaire. Et donc on crée artificiellement ces situations de stress, de danger au dojo, dont on augmente l'intensité, et on est capable de faire appel à cette capacité de présence dans l'instant. Je définis à titre personnel, enfin mon objectif dans l'aïkido, c'est le développement de la conscience intérieure et extérieure. Intérieure, donc sentir où sont les tensions, les blocages, etc., et les faire disparaître, puisque ces zones de tension sont, comme on l'a vu, les endroits où l'attaque va arriver. Et puis l'extérieur, puisque lorsqu'il y a un combat, vous ne savez pas ce que va faire l'autre personne, donc il faut avoir cette perception qui aussi s'étend à tout notre environnement. Voilà, développement de la conscience intérieure-extérieure, perception juste, action juste. Alors justement, pour illustrer encore une fois ces propos, nous avons des images là, qui sont encore une fois très impressionnantes aussi. Là, en haut avec Maître Tamura Nobuyoshi, mon maître d'aïkido, qui est mon inspiration la plus forte, le premier qui a pu me faire percevoir ici un niveau d'efficacité qui ne reposait pas sur des qualités athlétiques lorsque j'étais jeune. Une progression constante, il est mort à 77 ans et je voyais encore son travail évoluer, le fond s'affiner, la forme changer, et il y a toujours dans les arts martiaux, il y a toujours cette double tension, essayer de mieux faire ce que l'on fait et de trouver une meilleure façon de faire ce que l'on fait. Et cette nouvelle façon qu'on a trouvée, on essaye de l'affiner. Et puis après, voir s'il n'y a pas une nouvelle façon de faire. Et il y avait toujours chez lui cette recherche constante. Ça m'a donc beaucoup inspiré. Parce que c'est vrai que dans les arts martiaux traditionnels, il y a cette idée de penser qu'il y a eu un moment une perfection maître X, Y ou Z. Quel que soit votre courant ou votre discipline, c'était le meilleur et faisons comme lui. Je trouve que c'est un petit peu mortifère. Et il y a une phrase que j'aime bien sur la tradition qui dit la tradition, c'est entretenir le feu, pas vénérer les cendres. Donc il faut avoir le respect pour ses maîtres. Et ce qu'a fait Maître Tamura, c'est accepter de faire des évolutions qui n'étaient pas parfaites, puisqu'il essayait toujours de les faire évoluer, d'avoir cette humilité de toujours remettre son ouvrage sur la table, affiner. Et ça, quand on accepte, ça libère. On accepte de faire des erreurs, on comprend que il faut avoir le courage de faire des erreurs, chercher. Et puis là, encore une fois, avec mon frère Issei, sincèrement un virtuose, il y a ce qu'on appelle la relation senpai-kohai dans les arts martiaux traditionnels, mais aussi dans tous les domaines de la société japonaise, qui est une société très ritualisée.
Senpai, c'est l'ancien, l'aîné, le vieux. Et Kohai, c'est le nouveau, le junior. Et donc mon frère avait 5 ans de moins. Quand j'ai commencé à enseigner, il m'a toujours accompagné. Il se mettait avec les élèves. Il était mon partenaire lorsque je lui montrais une technique. Après, il enseignait aux partenaires avec qui il était. Il m'assistait quand j'allais faire des démonstrations. Il m'accompagnait partout. Lorsque j'allais donner des stages, il m'accompagnait. Lorsque je ne pouvais pas donner cours ou stage, il le faisait à ma place. Il l'a fait encore récemment. Et à mon tour, j'ai essayé d'être aussi un senpai, donc un ancien correct, en lui expliquant les ficelles du métier, en essayant de le présenter à différentes personnes qui seraient aussi inspirées par son enseignement. Alors pour lui, à court terme, comme pour moi, c'est presque du temps perdu. Chacun a pu s'occuper de son propre truc, on aurait pu se voir comme des concurrents. Mais non, c'est cette relation qui est en fait mutuellement bénéfique. C'est du temps sur le moment, effectivement, pour lui, venir assister à tous les cours, etc. Alors qu'il avait à un moment plus rien vraiment à apprendre de moi ou quoi. Ou moi prendre le temps de lui expliquer tel et tel des détails de la transmission. Mais c'est bénéfique, ça nous rend notre école, notre discipline plus forte. Je pense que c'est et surtout cette formalisation des, parce que c'est pas un sentiment spontané quand on a quelqu'un. Bon là c'est mon frère, c'était plus facile. Mais quand un concurrent vient s'installer, on peut avoir quelques réticences. En réalité, entretenir de bonnes relations avec tout le monde est toujours positif, quels que soient les petits sacrifices que ça nous demande. Oui, parce que du coup, l'évolution de la discipline, elle peut être collective. C'est-à-dire qu'en fait, Absolument, par des partages de pratiques. C'est exactement ça. Et c'est ce que d'ailleurs comme ça que vous avez travaillé pour créer l'école Kishinkai, oui. Kishinkai. Tout à fait, tout à fait. Vous étiez 4 fondateurs. Absolument. On aurait pu chacun j'aurais dire c'est moi, c'est mon école, je fais tout seul, ou chacun aurait pu se dire la même chose. On s'est rassemblés ensemble et voilà, c'est pour le bénéfice des pratiquants, le nôtre, et j'espère celui de la discipline. Et vous avez des événements communs, des sortes de regroupements de techniques, absolument. Alors, de direction technique. Donc tous les stages à destination de nos enseignants qui ont lieu tous les 3 mois, on les donne ensemble. Et puis on donne plusieurs stages ensemble dans l'année, dont ce stage au Japon qui va avoir lieu l'année prochaine aussi, en 2024. On est déjà 140 à se rendre au Japon tous ensemble pour pratiquer, voilà, de plusieurs pays. Alors, continuons cette exploration de la pratique. Là, une image qui évoque la bienveillance, la douceur dans la pratique. Donc c'est une très belle image déjà, vous avez des photos magnifiques. Et donc ça fait partie aussi des... Alors j'aime beaucoup cette image, elle a été prise à Monaco et vous voyez à l'arrière le portrait avec le vieillard à la barbe blanche, c'est le fondateur de l'aïkido, Ueshiba Morihei. À sa droite c'est maître Tamura Nobuyoshi qui était un de ses disciples les plus proches et qui était mon maître. Le pratiquant avec qui je travaille est lui-même un expert d'aïkido, il s'appelle Germain Chameau. Son père aussi est un expert d'aïkido qui était élève du fondateur. C'est toute une histoire parce que son père était un de mes anciens, il a été très bienveillant avec moi, nous étions élèves du même maître. Il n'était pas mon professeur, mais il était mon ancien, il a été très bien avec moi, et puis après son fils est venu pratiquer avec moi. Donc voilà, cette notion de bienveillance qui se transmet à travers les générations, et la douceur, puisque là je parlais avec Emmanuel Ledoyen, qui est enseignant de notre école ici, qui pratique aussi diverses disciplines, et qui est infirmier, et qui m'expliquait que en appliquant des principes de l'école, à savoir la douceur, il avait été capable ici de relâcher et de détendre des patients atteints de Parkinson élevés qui sont très très tendus, alors que quand ici pour les aider ils tirent, ça crée de la résistance et c'est contre-intuitif, mais la douceur, la bienveillance se perçoivent et relâchent. On peut être efficace en étant dur, il n'y a aucun doute sur ça. Mais le relâchement et la douceur recèlent une efficacité qui est contre-intuitive, mais qui est très réelle. Le fait de travailler sans force, c'est dans beaucoup de disciplines martiales indispensable. Absolument. Pour être rapide, efficace. Et c'est surtout vital dans la mesure où, lorsqu'on fait un combat rituel sportif, on confronte des qualités athlétiques de reproducteurs de son espèce. Okay, donc les cerfs qui croisent leur bois ou des choses comme ça, très bien. Et donc ce sont les hommes qui ont fait un match de boxe, quoi, ou qui font des bras de fer, peu importe. C'est une chose. L'art martial, l'art guerrier, les gens viennent et essaient de vous trucider, quel que soit votre âge, ça leur importe peu. Et vous êtes sur le champ de bataille, vous pouvez être sur le champ de bataille à 60 ans, et le gars qui vous attaque ici avec sa hache, son sabre, sa lance, il a 25 ans, il est en pleine possession de ses capacités athlétiques. Donc il faut vraiment être capable de faire reposer son efficacité sur des ressorts autres que les capacités athlétiques. Donc
le relâchement, puisque la qualité de notre contraction musculaire décroît très rapidement à partir de l'âge de 40 ans. Le relâchement peut continuer à progresser. Donc quand on est jeune, on peut choisir l'une ou l'autre des voies, mais si on a choisi ici la voie de l'explosivité qui est très bien, 20 ans, 30 ans, à partir de 40 ans, ça décroît très très vite, c'est compliqué. Même si certains athlètes comme Mike Tyson gardent une explosivité impressionnante, mais mettez-le face à lui-même. Mettez Mike Tyson d'aujourd'hui face au Mike Tyson qui avait 25 ans, ça ferait pas le poids. Parce que, encore une fois, son efficacité est basée sur d'autres ressorts. L'idéal ici du maître d'art martial, l'idéal des samouraïs, c'était une efficacité et qui s'approfondissait tout au long de sa vie. Alors justement, on a encore une image, peut-être pas la dernière, mais en tous les cas pour cette séquence effectivement où on illustre ces principes, on voit là encore une fois des postures qui effectivement... Voilà, donc là, on voit bien ici, à la fois de mon côté, vous voyez la saisie du sabre, vous voyez la main avant par exemple, les deux doigts sont très relâchés. Oui. On utilise la gravité, l'efficacité du mouvement ne vient pas de l'engagement de mon corps, et vous voyez bien que la légèreté aussi de mes pas. Mais vous voyez ça aussi chez mon partenaire qui ne subit pas le mouvement, il n'en est pas impacté, il suit le mouvement en fait, et il garde sa liberté. En fait, s'il avait subi le mouvement, il aurait été ancré, figé sur place. Donc là encore, une belle photo souvent c'est lorsque les deux pratiquants sont bons. Si y en a un des deux qui est pas bon, celui qui subit le mouvement va être victime du mouvement. C'est-à-dire que quand une projection au judo, il va être jeté. Là ici, il serait écrasé ou son sabre aurait volé. Lorsqu'il y a une impression de douceur, de délicatesse, c'est deux personnes de haut niveau. Là c'est Arnaud Lejeune, un expert de Belgique. D'accord, donc ça c'est vraiment un regroupement, c'était un regroupement... Non, c'était un stage. Nous, alors moi encore j'ai à cœur cette notion de rester élève, parce que c'est les moments où vous pratiquez, etc. Et donc je vais même suivre des cours qui sont donnés par des élèves de mon école qui n'ont peut-être pas encore mon niveau, mais en fait moi ça me permet de repratiquer, travailler dans d'autres conditions, et les experts eux-mêmes continuent à participer à des stages comme cela. Je pense que c'est important, garder cette fraîcheur aussi, savoir ce qu'on ressent lorsqu'on est élève, et en réalité c'est plus agréable. La réalité c'est que c'est plus agréable, on est élève, on est là, on se laisse un petit peu porter, mais voilà. Parfois quand on se coupe de ça, quel que soit notre domaine d'activité, on n'est plus que l'enseignant, on n'est plus que d'un côté, on ne perçoit plus les difficultés qu'il y a à être élève et comment est-ce qu'on pourrait transmettre de façon plus efficace. Encore une fois, aujourd'hui, le temps s'est accéléré, les gens ont moins de patience, moins de temps à investir. Il faut qu'on devienne meilleur enseignant. Voilà, parce que la société ainsi, ça ne sert à rien de se lamenter. Effectivement, je préférerais que mes élèves viennent pratiquer 5 fois par semaine. La civilisation actuelle n'encourage pas à ça. Donc, comment je peux leur apporter quelque chose avec 2 cours par semaine au lieu de 5, et ben ça je peux avoir aussi des indices lorsque je me remets dans leur position et que je vois comment c'est transmis. Alors revenons sur l'enseignement et l'apprentissage et donc les méthodes. On a un peu parlé de pédagogie là, finalement. Et comment alors donc on a encore une fois, on illustre toujours. Alors, on a repris cette très belle image là qui donne envie avec cette joie effectivement à la fois d'enseigner et de recevoir l'enseignement. Et donc quelles sont les spécificités? Donc là on a par exemple l'approche moderne. Je sais que ce terme-là finalement vous aimeriez le modifier. D'ailleurs vous mettez ensuite contemporain, vous parlez des concepts contemporains. Oui, parce que souvent on oppose les modernes et les anciens, et que moderne, c'est comme si je parle de nouvelle cuisine. Il peut y avoir un aspect un peu péjoratif lorsqu'on parle d'arts martiaux traditionnels. La tradition, c'est quelque chose qui se transmet, mais encore une fois qui doit rester toujours actuel, et si on fige, ça devient obsolète. Les principes, encore une fois, s'ils sont des principes universels, ils sont intemporels, mais leur manifestation doit évoluer. La façon dont les gens jouent au tennis aujourd'hui, c'est pas la même que dans les années 30, dont ils jouent au foot, c'est pas la même que dans les années 30, dont ils boxent, c'est pas la même que dans les années 30. Les principes de base sont les mêmes, hein. On a un ballon, on a nos gants de boxe, etc. Et donc il faut être capable de se dire
les experts du passé ont fait le mieux possible en leur temps. S'ils étaient là aujourd'hui, ils feraient probablement pas ce qu'ils faisaient à cette époque-là. C'est-à-dire que si on prend Borg, il jouerait pas comme il jouait dans les années 70. Si on prend Pauly, il jouerait pas comme il jouait dans les années 60. Il faut avoir le courage de faire ça. Et ça implique encore une fois des erreurs. Alors, donc la compréhension approfondie, on le voit là donc sur la diapo, permet effectivement de partir du traditionnel pour apporter la modernité. Tout à fait. Alors encore une fois, c'est faire un travail un petit peu d'archéologue, regarder comment étaient faites les techniques, pourquoi, qu'est-ce qui était contextuel, qu'est-ce qui pouvait être juste à ce moment-là, qu'est-ce qui n'était plus juste après. Au départ, par exemple, une saisie à l'épaule sur le champ de bataille, on venait saisir l'armure. Puis donc ça c'est vers 1500 et vers 1700 en fait les saisies étaient extrêmement légères parce que les gens étaient en kimono et qu'il y avait juste un fil de couture et si on faisait ça on se retrouvait avec la manche. Et puis après il y a le judo et donc là ils ont fait des kimonos solides, donc là on pouvait saisir avec puissance. Et maintenant vous voyez avec ma chemise en lin, si vous saisissez avec puissance vous vous retrouvez avec ma chemise. Donc si j'avais un kimono solide ici, je peux compter sur le moment où vous me saisissez, faire ça et puis vous entraîner. Si là maintenant je fais ça, je me retrouve tout seul. Donc il y a ce travail de recherche qui est intéressant parce que ce qui était fait était juste, mais est-ce que c'est encore pertinent maintenant? Quel était le ressort du mouvement à cette époque et qu'est-ce qui a changé maintenant et qu'est-ce qui fait qu'on peut prendre ce ressort et le rendre pertinent aujourd'hui? Voilà. Alors donc ça nous amène aussi aux questions plutôt sur la biomécanique. Vous intéressez un petit peu à ces questions de biomécanique, comment est-ce que vous concevez les programmes techniques, les techniques proprement dites? Absolument, parce que alors dans le passé, ce qu'il faut voir, c'est que on emploie aujourd'hui encore des termes etc., énergie, qui sont des termes très vagues, mais qui étaient les termes les plus précis dont ils disposaient à leur époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grands maîtres d'arts martiaux étaient toujours considérés à leur époque comme des originaux avant-gardistes. Et maintenant, il y a cette idée qu'il faudrait se bloquer là où ils étaient, et on fait l'opposé de ce que eux ils faisaient. Ils étaient toujours à la recherche des dernières informations. Il faut savoir que c'était des guerriers, des militaires. Imaginez bien les militaires aujourd'hui qui diraient non mais on n'a pas fait mieux que Clémenceau, on va continuer comme à son époque et tout ira bien. Ça serait la tragédie. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des pratiquants d'arts martiaux traditionnels qui sont là juste pour perpétuer une pratique folklorique, qui se retrouvent complètement démunis lorsqu'ils font face à des gens d'autres disciplines. Même si on a des cadres qui nous sont propres, combat guerrier ou autre, on ne doit pas être ridicule lorsqu'on se retrouve face à un gars qui fait du MMA, du jiu-jitsu brésilien ou de la boxe thaï ou quoi que ce soit. Il faut être capable de prendre en compte le monde actuel, de se dire voilà, on avait des principes qui étaient pertinents, ces principes sont sûrement justes, comment ici on peut les manifester aujourd'hui face à de nouvelles menaces, entre guillemets, de nouvelles sollicitations. Oui, et puis bon, c'est vrai qu'il faut, ça c'est entre le monde des arts martiaux et des sports de combat, enfin c'est vrai que souvent la nuance oui, la self-défense, arts martiaux, sports de combat sont des cadres qui sont différents, un peu perméables, donc voilà, il faut bien les comprendre. Et donc la biomécanique, donc les gens du passé, certains maîtres étaient connus pour aller disséquer les cadavres, etc. Certains ont fait des tests sur des prisonniers, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils essaient toujours d'être à la pointe, et donc moi aussi j'essaie de m'informer autant que possible. Et donc on a des principes, par exemple on explique comment dire, ne pas pousser dans le sol, etc. La méthode 100 pieds et ainsi de suite. Avant juste une seule image et puis les gens passaient des heures et des heures, jour après jour, jour après jour. Aujourd'hui il faut qu'on soit plus clair. Là c'est au niveau de la hanche qui se passe ça, là c'est cette partie reste fixe là, etc. On fait plus du chemin vers les élèves, on leur donne plus de détails et on s'appuie sur le vocabulaire le plus précis possible, et ça ne fait que renforcer la discipline, ça ne la dégrade pas, bien au contraire, puisque de toute façon on peut donner les informations, si l'élève ne travaille pas, il ne ressortira rien de ces informations, on ne perd rien à faire un effort dans la qualité de la transmission et la précision. Alors justement, parce que c'est vrai qu'il semblerait qu'à une époque, les informations les plus avancées n'étaient pas transmises aux novices ou aux débutants, ça n'arrivait qu'à partir d'un certain moment. Aujourd'hui, ça a évolué, ce type d'approche? Là encore, lorsqu'il y avait l'époque des royaumes combattants, évidemment, moi je suis récompensé en fonction des têtes que je ramène à mon seigneur. Donc je peux me dire, bon, il y a des petits nouveaux là, je ne vais pas leur enseigner parce que comme ça je prendrai plus de têtes. Demain, il y a une escarmouche et il y en a 3 qui prennent la peau d'escampette et 2 qui font des actions inconsidérées, je me retrouve tout seul, je meurs.
Donc, à cette époque, ils avaient à cœur d'enseigner le mieux possible à ces personnes-là parce que leur survie en dépendait. Donc, c'était très rapide l'enseignement. Et la structuration des écoles, d'ailleurs, c'était complètement informel. Aujourd'hui, il y a quelques années, vous alliez apprendre à tirer à l'usil, au FAMAS, peu importe. Les personnes, vous apprenez pas des petites subtilités, vous apprenez à bien vous en servir parce qu'ils allaient être avec vous en mission. Donc il fallait vous former rapidement. Et donc au départ, dans les arts martiaux, lorsqu'il y avait l'époque des royaumes combattants, on formait les gens rapidement. La paix a été installée à partir de 1600 par le shogun Tokugawa. À partir de là, les samouraïs, ils n'étaient plus récompensés en fonction des têtes qu'ils rapportaient, il n'y avait plus de bataille. Ils vivaient avec l'argent de leurs élèves. Donc il ne fallait pas former les élèves le plus vite possible, mais les garder le plus longtemps possible. Donc, on donnait les choses au compte-gouttes, on développait des subtilités, des sophistications qui, pour tout dire, étaient totalement inutiles en situation. Et donc on voulait les garder à vie. C'était une source de revenus à vie. Aujourd'hui, c'est totalement différent, puisque les gens pratiquent très peu de temps. Et ils veulent des résultats très concrets. Ils vont pas venir parce que il faut voir aussi à l'époque Edo, de 1600 à 1860, le Japon est dirigé par les samouraïs. Avoir le droit de faire des arts martiaux, même si on n'est pas samouraï, ça nous rapproche de cette caste. Donc même si le gars nous enseigne pas vraiment ci, cela, etc., c'est une marque sociale, comme de jouer au golf, on va dire par exemple. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Les gens, ils n'ont pas envie de mettre un kimono qui pue, un machin, de se mettre à genoux, etc., s'ils n'en tirent pas de bénéfices concrets. Donc il faut qu'on retrouve ici cette qualité d'enseignement des royaumes combattants, former les gens le plus rapidement possible pour leur donner envie de rester. Alors c'est ce que l'apprentissage progressif personnalisé, l'encouragement à l'adaptabilité, tout ça sont des choses. Oui. L'ouverture d'esprit, le partage de connaissances, c'est ce que vous venez c'est essentiel. Voilà. Ce que vous venez de préciser. C'est pourquoi je participe à de nombreux événements comme celui qui m'a amené à la Réunion aujourd'hui, la masterclass organisée par Emmanuel Ledoyen, et qui sont des événements, il y en a en France, les masterclass de Lionel Froidure, le Mudo Event de Benjamin Boelli, etc. Il y a aujourd'hui une tendance de fond, des experts de diverses disciplines qui rencontrent et promeuvent des événements multidisciplines qui ouvrent l'esprit à chacun, permet de mieux comprendre ce qu'on est en train de faire et puis de voir la richesse. C'est une émulation. Voilà. C'est effectivement très intéressant de pouvoir confronter les pratiques, partager aussi, puisqu'il y a quelquefois des pratiques issues de disciplines différentes qui peuvent être intégrées. Alors, donc maintenant, nous allons regarder un petit peu, donc on l'a vu, l'aïkido moderne, quelles sont les évolutions qui sont le plus, on va dire, symptomatiques, on va dire, de ce qui a pu évoluer. Alors, peut-être quand on parle de modernité, c'est peut-être par rapport à l'aïkido qu'on pratiquait il y a 20 ou 30 ans, plus que par rapport à l'aïkido traditionnel qui était lui orienté efficacité. Voilà, aujourd'hui, toutes les évolutions, il y a des gens qui pratiquent de l'aïkido en musique sans aucune visée martiale. C'est très bien. Il y a des gens qui pratiquent une sorte d'affrontement rituel où ils sont très solides, ils se tiennent fort, etc. Ils apprennent à... Bon, très bien. Il y a des gens qui s'adonnent à des versions sportives. Aucun problème. Il y a des aïkidos qui sont orientés vers la self-défense. Tout me va. Je pense que ce qui est important, c'est que l'enseignant soit clair avec ses objectifs, avec ce qu'il montre, que cela soit en accord, et qu'en tant que pratiquant, on s'oriente vers un aïkido qui présente ce qui nous intéresse. Si vous êtes intéressé par la self-défense et vous allez voir un gars qui passe son temps à faire des discours sur le shintoïsme, vous allez être déçu, et vice-versa. Donc toutes les versions de l'aïkido ont leur place. Le seul souci, évidemment, c'est quand vous faites un aïkido en musique et que vous prétendez à une efficacité martiale, ou lorsque vous faites un aïkido self-défense et que vous parlez de bienveillance et voilà. Le seul souci, la seule chose à éviter, c'est la dissonance entre les actes et les paroles. Oui, alors ça c'est effectivement très important. Donc, alors l'approche, on revient sur cette approche, les évolutions et innovations, parce qu'on peut dire, comme vous l'expliquiez, qu'on est face à une discipline ou des disciplines, mais bon, l'aïkido est une discipline vivante qui évolue. Donc vous avez créé ce courant Kishinkai, donc vous avez introduit, pas introduit, mais vous avez attaché une attention particulière à la biomécanique, aux situations réalistes. Alors, quand on parle de situation réaliste, vous mettez en situation les élèves, comment... Alors, donc l'approche biomécanique, c'est cette précision dans l'enseignement, essayer de mieux comprendre sur quoi reposait l'efficacité des anciens et de la transmettre. Les situations réalistes, nous, on n'est pas spécialisé là-dedans. Ça nous arrive d'en faire des manifestations. Comme à Bercy, on a fait une démonstration en tenue civile, en jean, basket, t-shirt.
il faut montrer que ça peut s'adapter dans différents contextes. Encore une fois, chacun doit avoir le sien, mais montrer les extensions qui sont possibles. L'utilisation de la force minimale, on l'a évoqué, c'est la seule chose qui nous permet d'être efficace dans le temps, puisque notre force ne va qu'en se réduisant. Et l'incorporation de l'entraînement physique, donc évidemment, l'aïkido lui-même est une activité physique, mais comme on essaie d'utiliser le moins de force possible, on développe peu son physique. J'explique que les arts martiaux, pour moi, changer la façon dont on utilise le corps, c'est changer de système d'exploitation. C'est changer l'OS. Les techniques, c'est comme des programmes, Word, Excel, etc. C'est pour répondre à une tâche précise. Mais derrière tout ça, pour faire tourner son système d'exploitation et ses programmes, il faut du hardware. Le hardware, c'est votre corps. Donc, c'est important de l'entretenir. Quand les gens venaient 5 fois par semaine, on leur faisait faire les exercices de souplesse et puis on les faisait courir un petit peu autour du tatami, faire un petit peu de saut canard, etc. Maintenant, on n'a plus le temps de ça. Donc il faut que cet entraînement physique il soit fait par chacun sur son temps propre, mais il est essentiel. Il faut être en forme pour pouvoir profiter de l'activité martiale. Même si, encore une fois, il y a un petit peu de développement, mais ça n'est pas un développement qui vise à travailler chaque partie de façon équilibrée, droite-gauche, haut, bas, avant, arrière, etc. Il faut y consacrer un petit peu de son temps personnel. Entre les séances, donc effectivement, vous incitez à pratiquer, à travailler la condition physique chez soi ou ailleurs, ou aller en allant effectivement travailler, faire un footing. Alors, les autres aspects dans cette évolution, cette approche, on va dire moderne, c'est donc l'aspect spirituel, mais on en a déjà parlé, les applications réalistes et les adaptations au style de vie actuel. Donc ça, c'est 3 éléments finalement. Alors, l'aspect spirituel, donc il y a, comme on l'évoquait, la présence dans l'instant qui est nécessaire pour ne pas être distrait lorsqu'une attaque va arriver, lorsqu'on va ouvrir le cadre et donc l'attaquant peut faire ce qu'il veut comme il le veut. Si on est figé sur une idée particulière, ça ne fonctionnera pas. Donc cette ouverture qui est sous-tendue par la présence va après se traduire dans une situation de stress par la même capacité de perception, d'ouverture. Il y a la notion de bienveillance qu'on a évoqué. Lorsqu'on doit mettre l'aïkido en application, il faut être capable d'avoir une efficacité brutale, mais si on a suffisamment de marge, qu'on s'est suffisamment entraîné, il faut évidemment que ça se traduise par le minimum de dégâts et si possible même préserver l'intégrité physique de l'assaillant, de votre opposant. L'exploration des applications réalistes, encore une fois. On en a parlé, oui, les agressions, voilà, on parle d'agressions modernes, des saisies, des attaques multiples, oui, ce qu'on peut observer habituellement dans les situations. L'aïkido, en fait, c'est basé sur les traditions martiales des samouraïs qui cachaient leur façon de se battre, comme on a parlé dans le premier entretien. Et donc, on ne visait pas à faire face à une attaque particulière, mais à des distances et des directions. Ce qui fait que même si le mouvement il avait une forme particulière, on n'était pas perturbé, parce qu'il y a une distance et une direction. Parce que entre ça et ça, ce sont 3 mouvements différents, mais fondamentalement il y a une distance qui est assez proche, il y a une direction qui est assez proche. Et donc il faut pas, on essaie de ne pas être trop attaché, on prend certains mouvements particuliers, mais après on travaille dans un contexte libre où votre partenaire va essayer de vous faire vivre ces différentes directions de façon un petit peu différente. Et c'est là où ça peut nous permettre de faire face dans une situation d'agression. Mais encore une fois, je crois que vous pratiquez un peu le Krav Maga. Je pense que des gens qui sont préoccupés par la self-défense doivent se tourner vers la self-défense. Ils auront des outils s'ils viennent pratiquer un art martial traditionnel. Ça n'est plus l'objectif premier. Donc de façon indirecte, ça les aidera dans ce domaine. Mais je pense que si c'est leur préoccupation première, ils doivent plutôt aller dans ce domaine. Et à l'inverse, moi j'ai une grande admiration pour Richard Douyeb, que je considère comme un véritable maître d'arts martiaux, hein, même si lui, je pense, ne se décrirait pas comme ça. Mais à travers sa pratique de la self-défense, il a atteint une qualité d'être, de présence, qui fait de lui un véritable maître. Mais au départ, il s'est concentré sur l'aspect self-défense. Donc il faut aller sur l'aspect qui nous concerne, qui nous intéresse le plus au départ. Si c'est la self-défense, c'est la self-défense. Si c'est la compétition, il faut aller vers la compétition. Si on aime les samouraïs, Demon Slayer, ou je ne sais quel manga qui est à la mode aujourd'hui, venez faire de l'aïkido. Tous les autres, en fait, il y a encore une fois, on en parlait tout à l'heure, il y a une interrelation dans toutes les choses. De la même façon que Jordan sera meilleur qu'un gars qui n'a jamais fait de sport
en foot, mais enfin il sera jamais l'égal de Zidane. Il a son domaine de prédilection. Donc voilà, allez voir. Alors, donc vous le disiez aussi, donc cette aptitude du style que vous avez, enfin du courant plutôt, qui prend en compte la réalité sociale d'aujourd'hui avec la disponibilité, les styles de vie. Donc tout cela, sont des choses que vous avez intégrées dans vos pratiques, dans votre pédagogie et dans votre cursus, dans le cursus qui est proposé au... Alors c'est plus lié aux interventions que je fais avec des publics différents. J'espère, et beaucoup d'élèves témoignent du fait que leur posture change, leur attitude change, leurs interactions changent. Toutefois, c'est quelque chose qui se fait très naturellement, sur lequel je ne fais pas de discours pendant la pratique. Mais par contre, j'aborde ces sujets en direct lorsque j'interviens pour des publics spécifiques. C'est une conséquence de la pratique. Voilà, je pense que si on s'investit suffisamment, c'est observable. Voilà, quelqu'un qui fait du théâtre, par exemple, je sais que le théâtre est assez utilisé pour des publics difficiles aujourd'hui dans les cités ou quoi. Je pense pas que les gens ont commencé à faire le théâtre dans cet objectif-là, mais ils l'ont fait, ils se sont rendus compte des bienfaits que ça pouvait apporter à des gens autour d'eux, et ils ont fait ces expériences et ils se rendent compte que effectivement être capable de s'exprimer comme ça, de s'ouvrir, d'adopter différentes postures, différents points de vue, fait que ces gens qui sont en difficulté, ça va rejaillir sur leur quotidien, cette activité. Et j'espère que l'aïkido, c'est le cas. Alors justement, puisqu'on est en train d'évoquer les perspectives, la pratique, est-ce qu'on pourrait évoquer rapidement mais des conseils qui pourraient être donnés à des pratiquants débutants et puis ensuite à des pratiquants qui sont plus expérimentés? Pratiquants débutants, alors définissez votre objectif. Pourquoi est-ce que vous voulez faire un art martial? Est-ce que c'est encore une fois pour faire de la self-défense? Est-ce que c'est pour perdre du poids? Est-ce que c'est pour passer le temps, sociabiliser? Est-ce que c'est pour ressembler à un héros qui vous inspire? Peu importe, mais comprenez quel est votre objectif, allez voir des enseignants qui sont capables de vous amener là, observez un cours, si possible mieux encore participez à un cours, si vous vous sentez bien, allez-y. Il est plus important de prendre du temps pour choisir son professeur que de se lancer aveuglément dans le premier club venu. Si j'ai jamais mangé de sushi, je vais dans le premier resto, et puis les sushis sont mauvais, et puis j'ai mal au ventre, je vais me dire, ah non, les sushis c'est dégueulasse. Parce que je suis pas capable de prendre le recul, mais c'est comme ça, on est comme ça. Donc il vaut mieux que je me dise, les sushis, j'ai envie de manger des sushis, hop, je vais sur internet, TripAdvisor, etc. Bon, ça a l'air pas mal, je vais aller là. Donc le temps que j'ai mis à choisir le bon établissement multiplie mes chances d'avoir une bonne expérience. Et dans l'art martial, c'est la même chose. Je pense que quelqu'un qui a envie de faire un art martial, s'il repart déçu, c'est parce que quelque part, il n'a pas pris le temps de bien choisir l'enseignant. Et pour un ancien, c'est de garder l'esprit du débutant, parce que très rapidement, on se familiarise avec les choses et puis on passe en mode automatique. Et c'est l'inverse ici d'une qualité de présence être là dans l'instant. Donc c'est normal qu'on s'habitue au salut, au machin, etc. Et on peut être tenté d'arriver puis le faire de façon un petit peu mécanique. Et on perd tout l'intérêt d'être présent. Puisque, encore une fois, comme dans la cérémonie du thé, c'est encore plus simple, on est là, on s'assoit, tac tac, on touille un petit peu le truc, on se le fait passer. C'est beaucoup plus difficile que l'aïkido parce que c'est très austère. Mais la cérémonie du thé, elle vaut par la qualité de la présence que l'on met dans l'instant. L'aïkido, c'est pareil, si on le fait de façon mécanique, ça perd tout intérêt. Et donc, même ancien, essayer de se mettre en danger, trouver des façons, soit en allant explorer d'autres disciplines, mais en tout cas, toujours conserver ce qu'on appelle shoshin, l'esprit du débutant. Voilà, comme si on voyait la chose pour la première et la dernière fois. Il faut entretenir cet esprit Sushin, je ne sais pas si je le prononce bien. Shoshin, ouais. Alors la diapo, par exemple, là, du conseil, de transmettre votre savoir, approfondissez votre pratique, restez humble, ça rejoint ça. Hein. Oui, restez l'éternel débutant, trouver un équilibre, sont des choses qui sont à intégrer pour un pratiquant avancé. Alors, les perspectives donc pour l'aïkido, alors j'ai une diapo qui propose un certain nombre de choses, notamment développement, expansion, recherche, innovation, internationalisation, éducation, transmission, intégration des nouvelles technologies, continuité des principes. Tout ça, ce sont des choses que... ce sont les défis auxquels on est confronté aujourd'hui. Effectivement, on essaye de tous les aborder avec plus ou moins de succès.
Encore une fois, on est à une époque où c'est peu médiatisé, il y a peu de compétition en Aikido, c'est très rare. Nous, on n'en a pas dans notre courant, il y en a dans même pas 5% des pratiques en Aikido, je dirais. On a peu de place dans les médias et donc il importe à tous les pratiquants qui ont pu en tirer des bénéfices de faire des efforts, de ne pas se faire un entre-soi parce que la discipline peut disparaître très rapidement. Quand j'ai commencé l'Aikido en 95, il y avait près de 100 000 pratiquants en France. Aujourd'hui, on en a moins de 30 000. C'est une chute phénoménale et la chute s'est accélérée dans les 12 dernières années. Et il faut que chacun fasse des efforts dans la qualité de sa transmission, dans la définition de ses objectifs. Est-ce que il faut communiquer clairement pour que les gens ne repartent pas déçus? Parce qu'encore une fois, à l'élève ici de faire un effort pour choisir le bon professeur, mais au professeur aussi de dire moi je ne travaille pas sur la self-défense ou moi je ne travaille pas sur l'aspect spirituel, etc., etc. En étant clair, on va pouvoir orienter, on est tous professeurs d'aïkido, orienter la personne vers l'enseignant qui sera capable de lui apporter ce qu'il recherche. Et c'est l'aïkido dans son ensemble qui en ressortira grandi. Oui. Voilà, donc écoutez, je pense que là c'est une belle conclusion et en espérant effectivement par la communication, comme on est en train de le faire aujourd'hui, par le fait d'amener de l'information, qu'on puisse susciter des vocations pour aller explorer cet enseignement. Merci en tout cas pour cette opportunité d'échanger. Merci en tous les cas Léo Tamaki. Et puis bonne masterclass puisque vous allez eh bien être dirigé, on peut dire, une masterclass. Oui, en compagnie d'experts. Donc en Krav Maga, je crois que c'est quelqu'un qui s'appelle Pascal James. Pascal James, tout à fait. Maître Chania en karaté, Bertrand, j'ai oublié le nom de famille, mais en MMA, et un professeur de jiu-jitsu brésilien aussi que j'apprécie. Le nom ne me revient pas, mais voilà, ça va être un très, très bon moment. Merci beaucoup en tous les cas, très bonne journée et j'espère vous revoir sur ce plateau lorsque vous reviendrez à La Réunion. Avec grand plaisir, merci. Au revoir.